Elle m'a présenté comme un simple ami, alors je l'ai présenté comme mon ex. Le sourire de sa mère a tout dit. Elle a fait teinter son verre, s'est penchée avec ce sourire chaleureux et étudié, et a prononcé les mots qui m'ont vidé de l'intérieur, comme si je n'étais même pas là. Voici mon cher ami, Jacques. Un simple ami. Un simple ami. J'entendais ces mots par-dessus le vacarme des rires et le cliquetis des fourchettes. Plus fort que la playlist du DJ et le va-et-vient des serveurs se faufilant entre les nappes blanches. Ma cage thoracique s'est resserrée sur mes poumons. Nous étions au mariage de sa cousine. Grandiose, excessif, un de ces événements où même le champagne avait son propre hashtag, et moi, j'étais juste un ami. Ce qui est drôle, c'est que ma première pensée n'a pas été la rage. C'était la confusion. Ce genre de confusion stupide et spirale où votre cerveau s'efforce de trouver des excuses au nom de quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle avait mal parlé. Peut-être qu'elle essayait de rester discrète. Peut-être que ce n'était pas le bon moment. Mais ensuite, j'ai vu son visage. Ce léger rire nerveux, le regard en coin qu'elle a lancé à sa mère avant de prendre une autre gorgée. Je n'étais pas la victime d'un malentendu. J'étais une omission délibérée. Alors je l'ai présenté comme mon ex, assez fort pour que les gens à notre table l'entendent. Assez fort pour que la femme assise à côté de sa mère laisse tomber sa fourchette. Toute l'énergie autour de nous a basculé, comme un train qui freine brutalement. La musique continuait. Les conversations se poursuivaient. Mais à notre table, un froid glacial s'est installé. Sauf pour sa mère. Mon Dieu. Sa mère a souri. Pas un rictus, pas une surprise, mais un petit sourire satisfait, comme si elle avait attendu que quelque chose se fissure. Je ne sais toujours pas ce que ce sourire signifiait, mais je m'en souviens plus nettement que le goût du vin que j'ai renversé sur ma manche en essayant de paraître indifférent. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Ce n'était pas le premier mariage où nous allions ensemble. Mia et moi, ça durait depuis près de 3 ans. Une relation un peu tumultueuse, faite de ruptures et de réconciliations, mais nous étions toujours ramenés l'un vers l'autre, comme attachés au rivage. Nous avons commencé comme collègues, elle au marketing, moi au design produit. Et pendant les 6 premiers mois, je pensais qu'elle était hors de ma portée. Bon sang, je me sentais moi-même hors de ma portée. Elle était magnétique, intelligente, élégante, donnant toujours l'impression de bouger un peu plus vite que le monde autour d'elle. Et quand nous sommes enfin devenus quelque chose de réel, c'était comme attraper une comète à main nue. Aveuglant, irréel, fulgurant. Mais avec le temps, les brûlures se sont fait sentir. Il y avait des signes. Je le vois maintenant. Les petites piques devant ses amis, la façon dont elle me présentait parfois comme son plus un ou Jacques du travail, selon l'auditoire. Je pensais qu'elle était simplement réservée. Je pensais que notre relation était solide en privé, et que c'était ça qui comptait. Mais à ce mariage, sous les guirlandes lumineuses et dans un air épais de parfum et d'intrigue familiale, j'ai réalisé quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Elle n'avait pas seulement échoué à me voir comme un partenaire. Elle avait choisi de ne pas le faire. Je l'ai rattrapée plus tard alors qu'elle s'excusait pour aller au bar et j'ai demandé, d'une voix basse et calme, un ami, un. Sa mâchoire s'est crispée. Elle ne m'a pas regardé. Jacques, s'il te plaît, ne commence pas, je ne commence rien, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. Je me mets simplement à ton niveau. Tu ne comprends pas, dit-elle, ses yeux fuyant vers sa famille regroupée près de la piste de danse. Ce n'était pas le moment de dire à ta famille que je suis ton petit ami ou d'admettre que nous sommes plus que 2 personnes qui finissent parfois dans le même lit. Mes mots ont eu un impact plus fort que je ne l'avais prévu. Et pendant une seconde, j'ai regretté mon amertume, mais seulement une seconde. Son silence en disait plus que n'importe quelle réplique. La mariée, sa cousine Lassie, nous avait demandé de porter un toast ensemble plus tôt dans la semaine. Elle disait que nous étions le couple que tout le monde soutenait, comme si nous étions une intrigue secondaire de comédie romantique. Maintenant, je comprenais pourquoi Mia n'arrêtait pas d'esquiver. Elle n'avait pas peur de parler en public. Elle avait peur de dire quelque chose qu'elle ne pourrait pas reprendre. Quand nous nous sommes rassis, sa posture avait changé, bras croisés, yeux fuyant les miens. Je n'ai pas essayé d'engager la conversation. Que restait-il à dire? C'est son oncle, contre toute attente, qui s'est penché vers moi au milieu du plat principal et a murmuré, « Mon garçon, je ne sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure, mais j'espère que tu sais que tu mérites mieux que d'être le secret de quelqu'un. » Je n'ai pas répondu,
j'ai juste hoché la tête une fois. Il m'a donné une tape dans le dos, comme un entraîneur qui sait que le match est déjà perdu. La musique a repris. Les gens se sont mis à danser. Mia a dansé aussi, mais pas avec moi. Elle a tournoyé avec ses cousins, a pris sa nièce dans ses bras, a même partagé un slow avec son père, mais pas une seule fois elle ne m'a tendu la main. Pas une seule fois elle n'a recroisé mon regard. Je regardais le tourbillon de sa robe, la façon dont elle se déplaçait avec tant d'aisance dans des pièces où je me sentais toujours gauche. C'était peut-être ça, la vérité. Elle n'avait jamais vraiment été à moi pour que je puisse la perdre. J'étais juste pratique, bon dans les pièces calmes, fiable, pas embarrassant, quelqu'un avec qui elle pouvait rire en privé, mais pas présenté fièrement en public. Et soudain, j'ai eu l'impression d'être un invité dans ma propre relation. Au fil de la soirée, je continuais de jeter des coups d'œil à sa mère. Ce même sourire doux, comme si elle connaissait le scénario, comme si c'était le rôle qu'elle s'attendait à voir sa fille jouer. Et ma réplique avait juste été un peu trop audacieuse. Mais ce sourire me hantait. Il ne semblait pas suffisant. Il semblait triste, comme celui d'une femme regardant la rediffusion d'une histoire qu'elle avait elle-même vécue. J'ai quitté le mariage tôt. Je n'ai pas dit au revoir. J'ai pris un Uber pour un motel à 3 villes de là et je me suis assis sur le lit, ma cravate encore nouée, le silence s'imposant comme un bruit de fond statique. J'ai pensé à toutes les façons dont j'aurais pu réagir. Une scène dramatique, une confrontation criarde, une rupture publique. Mais ce que j'avais dit, mon ex, était silencieux. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pointé personne du doigt. J'ai simplement offert à la pièce la vérité qu'elle avait trop peur d'offrir. Et cette vérité, elle a résonné comme le tonnerre sous les lustres. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, je suis resté à fixer le plafond de la chambre de motel, à compter les minuscules fissures dans le plâtre et à essayer de comprendre comment nous en étions arrivés là. Pas seulement au mariage, mais à cette version creuse de nous. Mia et moi avions un rituel après chaque événement. Nous nous arrêtions pour manger quelque chose de gras sur le chemin du retour, partagions des frites, plaisantions sur qui avait le plus mal dansé, qui avait pleuré pendant les vœux. C'était une de ces petites choses qui me faisaient me sentir lié à elle. Comme si, peu importe à quel point l'événement était public, nous avions un monde privé à nous qui nous attendait de l'autre côté. Mais pas cette fois. Cette fois, j'ai laissé le silence dévorer la nuit. Pas de message d'elle. Pas d'appel pour demander où j'étais allé. Juste rien. Le lendemain matin, j'ai quitté l'hôtel sans me brosser les dents. J'avais la bouche sèche et amère, comme si j'avais avalé la version de moi-même que je prétendais être depuis trop longtemps. Je suis retourné chez moi en voiture et je m'attendais à moitié à la trouver là, peut-être assise sur le canapé, prête avec une explication bancale ou des excuses larmoyantes. Elle n'y était pas, mais la photo encadrée de nous était toujours sur l'étagère, une que nous avions prise à la fête de fiançailles de sa sœur un an auparavant, sa tête sur mon épaule, ma main sur son dos, tous les deux souriants. Mais maintenant, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu avant. Je me penchais vers elle. Elle, non. C'est étrange la façon dont la clarté fonctionne. Elle ne frappe pas toujours comme un éclair. Parfois, elle vient comme un brouillard qui se lève lentement, révélant tout ce que vous ne vouliez pas voir, mais que vous ne pouvez plus ignorer une fois que c'est là. Plus tard dans l'après-midi, j'ai reçu un texto. « Mia, on peut parler ?» Je l'ai fixé pendant 5 minutes avant de répondre. Moi, à propos de quoi? Elle n'a pas répondu tout de suite. Je l'imaginais lisant et relisant ce message. S'attendant peut-être à ce que je dise, bien sûr. Espérant peut-être que je lui facilite la tâche. Je le faisais toujours. Puis sa réponse est arrivée. Mia, j'ai tout gâché. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit hier soir. J'ai paniqué. Moi, tu as paniqué. Mia, c'était ma famille. Ils ne nous comprennent pas. Ils n'auraient pas compris. Cette phrase m'a marqué. Ils n'auraient pas compris. Compris quoi? Que nous étions ensemble depuis 3 ans, que je l'avais soutenue à travers chaque revers de carrière, chaque crise d'angoisse, chaque fois qu'elle doutait d'elle-même. Qui avait-il à ne pas comprendre? Sauf si la partie qu'il n'aurait pas comprise était la raison pour laquelle elle était encore avec moi. Je n'ai pas répondu. 3 heures plus tard, elle s'est présentée à ma porte. Pas de maquillage, les cheveux attachés. Ce sweat à capuche gris qu'elle mettait pour dormir quand elle restait le jeudi soir. Pendant un instant, c'était comme avant.
Pendant un instant, j'ai voulu croire en cette version d'elle. Je suis désolé, dit-elle avant que je puisse dire un mot. J'ai été stupide. Je me suis écarté, les laissé entrer. Certaines habitudes ont la vie dure. Elle arpentait le salon, les bras croisés comme si elle avait froid, bien qu'il fasse chaud à l'intérieur. Ma mère m'a mis la pression toute la soirée à propos de l'avenir, dit-elle. Le mariage, les enfants, le calendrier. J'ai été nerveuse. J'ai dit la mauvaise chose. Je ne l'ai pas interrompue. Je l'ai juste observée. Tu sais comment elle est, a-t-elle poursuivi. Elle pense que je devrais être avec quelqu'un de plus établi. Le mot était lâché. Pas plus aimant, pas plus soutenant, plus établi. J'ai hoché la tête lentement. Alors, tu m'as présenté comme un ami. Je ne le pensais pas comme ça. Alors, comment le pensais-tu? Ai-je demandé. Parce que ça semblait plutôt clair. Elle s'est assise sur le bord du canapé, comme si son corps ne pouvait plus porter son poids. J'ai eu peur. D'accord. Tu as toujours été le stable, celui qui reste. Je ne pensais pas que tu partirais. Ces mots m'ont frappé plus fort que prévu. Je ne pensais pas que tu partirais. Pas je ne voulais pas que tu partes. Pas je ne pouvais pas supporter de te perdre. Juste la supposition que peu importe combien de fois elle me minimiserait, m'humilierait, je serais toujours là, toujours à attendre, toujours une valeur sûre. C'est là que j'ai réalisé ce que j'avais été pour elle depuis le début. J'étais le filet de sécurité, l'amour de second plan, l'homme qu'elle gardait au chaud dans sa vie en attendant que quelqu'un de plus flamboyant, quelqu'un que sa mère n'aurait pas besoin de toiser pour l'approuver, se présente. Je me suis assis en face d'elle et j'ai dit calmement, tu as raison. J'étais celui qui restait. Ses yeux se sont levés. J'étais. Je ne le suis plus. Elle a cligné des yeux, essayant de déchiffrer mon visage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne peux pas être l'homme que tu transformes en papier peint. Jacques, commença-t-elle, la voix déjà tremblante. Non, écoute, dis-je. Je ne te déteste pas. Je ne suis même pas en colère. Je vois juste enfin les choses pour ce qu'elles sont. Tu avais besoin que je sois invisible pour pouvoir continuer à prétendre que tu étais seul jusqu'à ce que quelqu'un de mieux se présente. Des larmes ont rempli ses yeux. Des vraies, je crois. Mais je n'ai pas bougé. Je ne l'ai pas prise dans mes bras. Je l'ai juste laissée encaisser. Tu l'as dit toi-même, lui ai-je rappelé. Tu ne pensais pas que je partirais. Tu as supposé que j'attendrais tranquillement en arrière-plan, au cas où tu déciderais un jour que j'étais suffisant. Elle n'a pas nié. Elle a juste essuyé ses larmes et murmuré, « Je suis désolé. » Je sais. Un long silence a suivi. Le genre de silence qui suit l'effondrement d'un bâtiment. Juste de la poussière et des échos là où se trouvait une structure. Finalement, elle s'est levée. Je devrais y aller. Oui. Elle a atteint la porte, puis a hésité. Pour ce que ça vaut, je t'ai vraiment aimé. J'ai hoché la tête. Je te crois. Elle est partie. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Une semaine a passé. Pas de texto, pas d'appel. Je m'attendais à moitié à ce qu'elle revienne. Peut-être pour demander une autre chance. Peut-être pour dire qu'elle comprenait enfin ce qu'elle avait fait, mais elle ne l'a pas fait. Et je n'ai pas non plus cherché à la contacter. Pourtant, ce n'est pas son absence qui m'empêchait de dormir. C'était le sourire de sa mère, cette courbe douce et subtile sur ses lèvres après que j'ai appelé Mia, mon ex, devant tout le monde. La façon dont elle n'avait pas l'air choquée ou offensée, juste. Au courant. Je n'arrivais pas à m'en défaire. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai contacté quelqu'un de sa famille, son frère aîné, Darren. Nous n'étions pas proches, mais il m'avait toujours traité décemment. Le genre de gars qui sait tenir une conversation et se souvient des anniversaires. Je lui ai envoyé un message. Salut, c'est un peu bizarre, mais tu te souviens du mariage? Il y a quelque chose qui me tracasse. Il a répondu en moins d'une heure. Darren, si c'est à propos de ma sœur qui t'a appelé son ami, je comprends. C'était dur, mec. Moi, pas seulement ça. Sa mère a souri après que j'ai dit qu'on avait rompu. C'était étrange. Une autre pause. Puis, Darren, ça reste entre nous.
Cette phrase signifie toujours que vous êtes sur le point d'entendre quelque chose qui va tout changer. Il m'a appelé. Nous avons parlé pendant 45 minutes. Je ne répéterai pas tous les détails, mais voici l'essentiel. La mère de Mia avait déjà vu ce schéma, l'avait vécu. Son mari, le père de Mia, n'était pas son premier choix. Il était son option de sécurité. L'homme fiable qu'elle a épousé après que celui qu'elle aimait l'ait quitté. Pendant des années, elle a porté ce sacrifice comme une armure, ne le disant jamais à voix haute, mais le laissant empoisonner tout ce qu'elle touchait. Elle regardait Mia et voyait le même chemin se dessiner. Darren a dit prudemment, « Je pense que ce sourire n'était pas de l'approbation. C'était du regret. » Ça m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Ce n'était pas seulement que je n'étais pas assez bien pour Mia. C'était que sa mère voyait ce que Mia me faisait et reconnaissait le schéma qu'elle n'avait pas pu briser elle-même. Ce sourire n'était pas de la joie, c'était de la résignation. Certains héritages ne sont pas bruyants. Ils se transmettent en silence, dans une affection retenue, dans la manière dont une femme apprend à sa fille à craindre la vulnérabilité et à courir après l'image plutôt que la connexion. Cette prise de conscience ne m'a pas apporté la paix. Pas tout de suite, mais elle m'a donné une nouvelle perspective. 3 jours plus tard, j'ai croisé Mia. Nous marchions tous les deux sur des côtés opposés du même sentier dans un parc. Une de ces étranges coïncidences que la vie semble vous lancer par pure ironie. Elle m'a vu. Je l'ai vue. Pendant une seconde, aucun de nous n'a bougé. Elle était avec quelqu'un. Un type grand, soigné, l'air confiant. Je pouvais voir la façon dont elle orientait son corps vers lui. La facilité avec laquelle elle riait de quelque chose qu'il disait. Et je me suis demandé, est-ce là la version qu'elle pense que sa famille acceptera enfin? Cette fois, elle ne m'a pas présenté. Nous nous sommes croisés, et elle n'a même pas jeté un regard dans ma direction. Mais je l'ai vue. Une lueur dans ses yeux. De la reconnaissance, pas de la culpabilité, pas des excuses, mais du chagrin. Le genre de chagrin qui ne vient pas de la perte de quelqu'un, mais de la réalisation que vous ne trouverez peut-être plus jamais quelqu'un qui vous aime aussi discrètement, aussi pleinement. Et voilà le truc, je ne me sentais pas fier. Je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais juste libre. L'amour ne se termine pas par de grands discours. Il se termine dans ces moments calmes et décisifs où vous cessez d'espérer que quelqu'un vous choisira. Quand vous cessez d'accepter une affection tiède déguisée en hésitation. Quand vous lâchez prise, non pas avec colère, mais avec clarté. Elle m'avait un jour qualifié de sûr. Et pendant longtemps, j'ai pensé que c'était une insulte. Mais maintenant, je sais que ce n'est pas le cas. Je n'étais pas son filet de sécurité. J'étais l'endroit douillet où elle atterrissait en attendant que quelqu'un de plus flamboyant arrive. Et quand il est arrivé, réel ou imaginaire, elle m'a présenté comme juste un ami, sans se rendre compte que j'étais déjà à moitié parti. Les gens me demandent si je la reprendrai. Non, pas parce que je ne m'en soucie plus, mais parce que je me soucie enfin plus de moi-même. On ne retourne pas vers le feu après avoir réappris à respirer. Et parfois, tourner la page ne passe pas par une conversation. Parfois, c'est simplement passer en silence à côté de quelqu'un qui a un jour tenu votre cœur, et réaliser qu'il bat plus fort maintenant que cette personne ne le tient plus. C'était la dernière fois que je l'ai vu. Mais je me souviendrai toujours de cette nuit au mariage. Les lumières, le toast, le silence après mes mots et le sourire de sa mère. Non pas parce que cela avait un sens à l'époque, mais parce que maintenant, je comprends exactement ce que cela signifiait.